Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse aujourd'hui pour vraiment l'avant-veille du départ en vacances. Je dirais que le CEJM, le Centre d'Excellence Jean Monnet, poursuit ses activités jusqu'au dernier moment. Très heureuse d'accueillir aujourd'hui Patrick Thieffry, qui est professeur associé à l'école de droit de la Sorbonne et qui a été avocat au barreau de Paris et de New York et qui est l'auteur d'un manuel que vous connaissez tous dans le cadre de votre Master 2 de droit international et européen de l'environnement, qui est le manuel de droit de l'environnement de l'Union européenne chez Brûlant. Donc très heureuse de l'accueillir pour évoquer avec vous une question que vous connaissez déjà sous certains de ces aspects, la question climatique, la question du droit climatique, et en particulier la mise en œuvre par l'Union, par son droit de l'accord de Paris, avec une question adjacente qui est la question de la gouvernance de ce nouveau régime climatique dans l'Union. Donc l'idée est d'avoir une présentation d'une quarantaine, 45 minutes peut-être maximum, si tu en es d'accord. Voilà, bon, on a un créneau de 2 heures, donc je crois qu'on peut être assez confortable sur le temps de parole, mais l'idée est ensuite de permettre le débat. Alors je remercie tout de suite Julien Delot qui est ici, ainsi que mes collègues qui m'ont fait le plaisir de nous rejoindre. Il est docteur en droit depuis quelques jours et il a fait sa thèse en droit international du climat sous la direction de Sandrine Magent-Dubois. Et donc je l'ai désigné, mais il a accepté cette tâche, comme discutant officiel de cette conférence. Mais l'objectif n'est pas du tout d'empêcher les autres questions, simplement d'ouvrir la discussion si cela est nécessaire. Peut-être que cela ne sera pas nécessaire. Je me tairai. Voilà, donc un grand merci Julien Delot et surtout un grand merci à vous d'être venu jusqu'à Aix pour nous parler du droit européen du climat. Vous avez la parole. Tu as la parole. J'ai en même temps, il faut une bonne dose d'aveuglement et peut-être d'orgueil pour venir sur ces terrains parler de ce dont je vais parler, parce que l'équipe qui vous enseigne est très 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 sensiblement plus compétente que moi dans tous ces domaines-là. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer de vous faire part d'un phénomène que je crois peut-être décelé dans l'évolution, alors plutôt du droit européen de l'environnement, qui est vraiment mon domaine, que je suis depuis maintenant plus de 25 ans, même si c'est ma deuxième vie, mais quand même, c'est une longue deuxième vie, ça vous donne une idée de l'ancienneté de la première, que j'ai continué en parallèle. Bon, on va voir. Je vais faire monter un peu le suspense, on verra le point d'aboutissement, et je pense que là, d'après ce que j'ai compris, on va effectivement pouvoir avoir une discussion. Alors, je ne vais pas vous rappeler des choses élémentaires, comme la Convention cadre sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto, et quelque chose qui est finalement apparu. Alors, je ne sais pas à quel moment le concept a émergé d'ailleurs, ou l'idée a émergé, d'une politique d'exemplarité de la communauté européenne en matière de lutte contre le changement climatique. Elle avait été bien identifiée et cernée, cette idée, dans la thèse a posteriori, et donc relevant plutôt une défaillance ou la déception qu'on pouvait éprouver à l'égard de cette politique d'exemplarité, une thèse d'Eleonora Rousseau soutenue 2 mois avant la COP21 sur l'Union européenne et le changement climatique à Paris 2. Et elle avait bien montré qu'effectivement c'était décevant. Mais enfin quand même, il faut se rappeler, je suis sûr que vous le savez, que pendant longtemps, la communauté à l'époque, c'était pas encore l'Union, a anticipé. Elle était plus loin que les accords internationaux. Elle a été plus loin que la CCNUCC, elle a été plus loin que le protocole de Kyoto, elle a anticipé sur la période de référence du protocole de Kyoto, puisqu'il y a eu une période 2005-2007
pour le système dont on m'a dit que vous aviez entendu parler en anglais, donc ETS, on va dire, hein, le système d'échange de quotas. On a eu une première phase qui était avant la période de référence de Kyoto. On a été au-delà de Kyoto puisqu'on a fait on s'est engagé à 8% alors que c'était 5,2 pour les pays de l'annexe 1. On a été même encore plus loin que ça. Et on a continué comme ça toujours à se placer en position de leadership. L'Europe était leader, elle était en avant. Ben, c'était d'autant plus facile que les Américains, les Russes et les Chinois votaient en touche, ou avaient, pour les Américains, ils avaient changé de point de vue, hein, parce que au départ, ils étaient très entreprenants. Et ça a continué. Et donc, quand est arrivé Copenhague, pour la COP 15 en 2009, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut se rappeler que c'est en prévision de la conférence de Copenhague, où des engagements auraient dû être, on imaginait que des engagements seraient souscrits pour l'après 2012, pour 2012-2020. Mais on a anticipé à nouveau, on s'est doté d'un paquet législatif du 23 avril 2009 sur lequel je reviendrai, les 3,20 pour 2020. Et on a continué comme ça, et finalement s'est posé la question du round de rattrapage de Copenhague qui devait être Paris. Ça a été présenté comme ça. Est-ce qu'enfin on allait convenir d'engagement de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre? Conférence de Paris, c'est décembre 2015. En 2014, le Conseil de l'Union, vous connaissez la différence, hein, c'est très important. Le Conseil européen, je veux dire plutôt le Conseil européen, se réunit à plusieurs reprises. Il s'y reprend à plusieurs fois, et on a des comptes rendus, des réunions de mars, de juin, d'octobre, et péniblement finit par émerger un cadre pour la politique 2030 du climat et de l'énergie, mais dont on sent en lisant ces comptes rendus, les conclusions du Conseil, qu'il est à peine consensuel, il est peu assuré, et surtout une expression que j'aime bien, les jeunes aiment beaucoup les chats, et beaucoup d'entre vous ont des chats, je pense, parce que ça se fait très bien dans votre génération. Chat échaudé craint l'eau froide. Et là, les États membres disent « Ah non, hein, cette fois-ci, on s'est fait avoir une fois avec Kyoto, on s'est fait avoir 2 fois avec Copenhague. Là, on fixe un niveau d'engagement, mais on n'adopte pas de mesures normatives. » Et donc, on est arrivé à la conférence de Paris sans paquet législatif 2030. On n'a pas recommencé l'erreur. On a dit, on va voir ce que les autres font, et à ce moment-là, on confirmera notre INDC, qui est devenu une NDC depuis, je n'explique pas, puisque je crois que tout ça est bien connu, tout le monde sait ce que c'est qu'une NDC, ça va, je vois des têtes, sinon vous m'arrêtez. Hein. Bon, j'ai l'impression déjà de redire des choses que vous connaissez très bien. Bon, et donc on dit, on va faire 40% pour 2030 par rapport à 90, mais on ne prend pas de mesures dures, on ne fait pas de directive, on ne fait pas de règlement, on ne fait pas de décision, on attend de voir, et on incite très fortement les autres pays à prendre des mesures, et d'ailleurs on fait plutôt un peu marche arrière, parce que les objectifs contraignants déclinés au niveau des États membres, c'est très bien, mais après ça contraint, surtout quand on est quand même un système tout à fait unique, juridictionnel, le système du droit européen. Et qu'est-ce qui a fait le succès de la communauté et de l'Union européenne? C'est le rôle de gardienne des traités de la Commission et la compétence de la Cour. C'est le seul. Il ne faut pas oublier quand même que l'Europe, c'est un traité de droit international, c'est une convention internationale qui se distingue de toutes les autres par une chose et une seule, ce sont ces processus d'interprétation et de sanctions qui sont liés au rôle pour l'un de la Commission et pour les deux de la Cour. Et donc ici, on dit non, cette fois-ci, on ne s'engage pas, on va attendre de voir ce qui se passe, et en plus, notamment en ce qui concerne les objectifs en matière d'énergie renouvelable, les États membres ne veulent plus se contraindre à atteindre des objectifs contraignants. Et alors là, il y a un manque, parce que comment est-ce qu'on fait pour faire une NDC au niveau commun? On va faire 40% d'ici 2030, mais sans engagement des États membres. Il manque quelque chose. Il y a un relais qui manque. Si on ne répartit pas l'effort, pardon, l'expression est malheureuse parce qu'elle évoque autre chose, mais bon, elle évoque un autre domaine contigu. Et
émerge alors ce concept de gouvernance. Eh bien, il faudrait une gouvernance européenne pour prendre le relais et faire en sorte que les États membres, par leurs actions, permettent à l'Union de, je vais faire un anglicisme, de délivrer, de respecter leurs engagements. La conférence de Paris arrive, le Conseil européen se réunit très vite quelques semaines après, salue le résultat historique obtenu, invite la Commission et le législateur à préparer les prochaines étapes et énonce le fait que les incidences juridiques de l'accord de Paris ne doivent pas être sous-estimées. Alors là, ça tombe un peu à plat, puisqu'au contraire, il y a une perception, et notamment dans les milieux, je ne sais pas comment les appeler, des ONG, des associations, je peux dire les écolos si vous voulez, dans les milieux intéressés, il y a plutôt une déception face au fait que l'accord de Paris serait de la soft law, il n'y aurait pas de valeur normative. C'est vrai que cette valeur normative, à l'égard des États membres, n'est pas évidente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le truc qui fait le 20h à 20h01 du 20h de TF1, c'est-à-dire moins 8, moins 20, moins 30, moins 40. Ça, on ne peut pas l'afficher. Il n'y a pas ça. Il y a des NDC qui, ensemble, doivent concourir à viser de rester bien en dessous de 2 degrés et poursuivre des efforts pour limiter à 1,5 dont on sait tous que c'est pas possible, de toute façon. Donc effectivement, le flash de 20h, il n'est pas bon. La une du monde, ou ce que vous voulez, c'est pas bon. Le truc qui frappe, il va pas être là. Oui, mais il y a des gens qui regardent une deuxième fois. Encore une fois, j'ai tort de prêcher ce genre de choses sur l'éther de Sandrine Maljean-Dubois, mais bon, je redis des évidences. Il y a bien des nationally determined contributions qui doivent être pris par les États membres, par les États parties, pardon, qui doivent constituer pour les pays des efforts ambitieux en vue d'atteindre ces objectifs, qui doivent chacun, tous les 5 ans, représenter une progression par rapport à la précédente contribution et refléter la plus haute ambition possible du pays. Les parties doivent rendre compte de leur contribution, et je dis procrastination, c'est un terme de contentieux américain que j'adore, c'est dans le dictionnaire aussi, la procrastination, le fait de remettre au lendemain, mañana, procrastination. En procédure civile américaine, on dit toujours procrastination sanctions. Non. Bon. La procrastination de l'État, ici, va pouvoir être, alors name and shamed, oui, mais plus que ça, puisqu'il s'est engagé. Alors plus, comment, où, on va en parler, mais il y a ce processus de revue d'expertise technique, le cadre de transparence amélioré pour l'action et le soutien, qui sera mis en œuvre, alors là j'adore, c'est du Ségolène Royal dans le texte, de manière facilitative, non intrusive, non punitive, dans le respect de la souveraineté nationale et en évitant d'imposer des fardeaux indus aux partis. C'est pour ça qu'on démonte les portiques. Parce qu'il ne faut pas être punitif, il faut pas être... Voilà. C'est pas beau, mais du coup, effectivement, on va faire un mur de la honte. Mais, est-ce qu'il en reste quelque chose ou pas? Alors, la politique d'exemplarité de l'Union ne va pas être relancée par un accord comme celui-là, puisque, encore une fois, le flash de 20 heures, le slogan, le bandeau Internet ne va pas être très parlant, pas très convaincant, et on peut s'imaginer que les enthousiasmes nationaux vont peut-être pas se manifester de manière très vive pour concrétiser ces engagements dans des textes normatifs susceptibles de sanctions juridiques devant une juridiction ou une autre. Et c'est d'autant plus vrai que, parallèlement, l'Union a cédé le devant de la scène. L'exemplarité, c'est ça aussi, c'est d'être au premier rang, et là, ce n'est plus vrai. Déjà à Copenhague, il y a une photo où on voit Obama, Merkel, le Chinois, je ne sais plus qui, à 5 h du matin, complètement épuisé, échevelé, les manches retroussées, etc. Ils n'y arrivent pas. Il y a un nuage de fumée, il y a cette photo qui a circulé. À Paris, je cherche encore où était l'Union européenne, qui pourtant représentait les 28. Donc, effectivement, cette politique d'exemplarité paraît avoir, peut-être s'être émoussée ou ne pas avoir prospéré. Alors, néanmoins, on a un droit matériel européen foisonnant dans ce domaine-là. Entre-temps, et pas en même temps, c'est pas la même chose, entre-temps, j'ai bien dit, il s'était passé plein de choses en droit. Alors moi je dis droit de l'environnement, on a tendance à dire aujourd'hui droit climatique.
européen. On remonte à 1993 avec une décision sur un mécanisme de surveillance des émissions de CO2. C'est une constante dans le droit européen de l'environnement, c'est vrai pour le bruit, c'est vrai pour l'air, etc. On commence par avoir une espèce de directive cadre qui va mettre des instruments de mesure communs, parce que si on veut harmoniser des dispositions, il faudrait déjà parler de la même chose. Donc qu'est-ce qu'un décibel, où est-ce qu'on relève le décibel, etc. C'est vrai aussi en matière climatique, on a commencé ça dès 1993. On a très très vite, rappelez-vous quand même, la directive 2003-84, hein, l'ITS, le SEQE, le système d'émission, quota d'émission, etc. Bon, je passe beaucoup de petites mesures jusqu'à ce fameux plan d'action climat de 2007-2008 qui débouche sur le paquet législatif du 23 avril 2009, une décision, 4 directives, un règlement. C'est pas banal. Et d'autant plus qu'on y fixe des objectifs 3,20 pour 2020, 20% de diminution des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, vous connaissez tout ça par cœur, au moins 20% d'énergie renouvelable et une amélioration de l'efficacité énergétique de 20%. La décision, c'est la décision ESD, Effort Sharing Decision, la décision sur la répartition de l'effort à fournir dans les secteurs autres que ceux soumis au système d'échange de quotas d'émissions. Les 4 directives, c'est d'abord celle qui, à l'époque, approfondit et étend le système d'échange de quotas d'émissions ITS, mais c'est aussi la nouvelle directive, c'est déjà la 2e génération, sur les énergies renouvelables, sur la nouvelle directive aussi sur la performance énergétique des bâtiments, et la nouvelle directive aussi, 3 directives donc de 2e génération à l'époque, sur l'efficacité énergétique. Et puis, le règlement, je y reviendrai... et la 4e directive, c'est celle sur le stockage géologique du dioxyde de carbone. Le règlement, c'est celui sur les émissions de voitures particulières neuves. Cette simple liste, je ne vais pas dire inventaire à l'après-Vert, parce que c'est un lieu commun, mais cette simple liste montre, en tout cas, la nécessité d'interventions très diversifiées pour à s'attaquer à des phénomènes très diffus. Je rappelle toujours qu'il a fallu qu'un juge américain finisse par décider que oui, le CO2 était bien un polluant pour qu'il tombe dans l'escarcelle de l'Environmental Protection Agency et que dès lors, au titre du Clean Air Act, l'EPA doivent réglementer les émissions de CO2. Mais évidemment, il y avait une autre thèse qui était à l'époque de dire polluant, j'en rejette à chaque fois que j'expire, les plantes en rejettent toute la nuit, ça s'appelle la photosynthèse du CO2, hein, c'est la même chose. Donc est-ce vraiment un polluant? C'est un peu l'époque aussi où dans l'arrêt Prosen-Electra en matière d'aide d'État, la Cour de justice a considéré qu'effectivement on pouvait considérer que la lutte contre les changements climatiques pouvait relever des raisons d'ordre public, de santé publique, etc. de l'article 36 aujourd'hui, mais enfin il a changé, ça a été 30, et avant ça c'était à nouveau 36. Donc voilà, bon, quand même, hein, j'ai pas tout perdu. Donc ça c'est les dérogations à l'interdiction des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives d'échange dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le prolongement, cette fois-ci, j'avance à nouveau pour vous confirmer le caractère foisonnant de ce droit matériel qu'on peut dire être du climat ou de mise en œuvre des accords climatiques. Que se passe-t-il aujourd'hui suite donc aux décisions, aux conclusions du Conseil et du Conseil européen de 2014, de 2015 en préparation de la COP21 et puis de la COP21 et de l'accord de Paris? Que se passe-t-il? Il y a 3 propositions ou séries de propositions législatives. Première, c'est une révision à nouveau, ça sera la 4e ou la 5e je crois, du système d'échange de quotas d'émissions qui a été présenté le 15 juillet 2015 en ce qui concerne les installations les plus grandes émettrices, mais on ne va pas changer le système, on va généraliser et approfondir la vente aux enchères. D'ici 2027, tout le monde sera aux enchères. Et on va essentiellement, l'autre aspect, étendre à quelques nouveaux gaz et quelques nouvelles activités suite aux premiers élargissements
matériel. J'oublie un autre aspect, mais enfin voilà, bon, c'est des retouches plutôt à la marge par rapport à tout ce qui a déjà été fait. Deuxième initiative législative, c'est ça, je pense, l'expression qu'il faut retenir, du 20 juillet 2016, elle est prise dans le domaine de la compétence de l'Union en matière environnementale, c'est-à-dire sur la base de l'article 192, et troisième initiative législative sur la base de la compétence en matière énergétique de l'article 184. Dans le cadre de la politique de l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été présenté en juillet 2016 par la Commission? C'est un paquet de ils aiment bien les slogans et les titres et les étiquettes, hein. Donc ce paquet législatif s'appelle « Vers une économie à faible intensité de carbone dans tous les secteurs ». C'est du gimmick bruxellois. Dedans, il y a une communication sur une mobilité à faible taux d'émission, mais on n'est que dans le très très non normatif, c'est une communication. Et puis deux textes beaucoup plus importants. L'un qui est la révision et le renforcement, je dirais, d'un dispositif que vous connaissez, qui est la décision de 2009, du 23 avril 2009, bien sûr, du paquet législatif 2020, sur l'effort à fournir, l'effort sharing decision, la décision 406-2009. Et l'autre est beaucoup plus innovant, c'est une deuxième proposition de règlement sur les émissions anthropiques et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre liées en matière d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie, LULUCF en anglais, UTCATF en bruxellois. Alors, l'ancienne décision ESD va donc devenir un règlement. Il va fixer une trajectoire linéaire telle que, en 2030, chaque État membre arrive à respecter une certaine limite en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On appelle ça un quota dans cette proposition de règlement. Chaque État membre va avoir un quota. Alors, c'est terriblement, je crois que c'est pas français, mais confusionnant, si je peux me permettre, parce que les États membres distribuent des quotas d'émissions de gaz à effet de serre aux entreprises, et les États membres, pour les autres activités, celles qui ne sont pas couvertes par le système d'échange de quotas d'émissions, vont chacun recevoir un quota d'émissions. C'est une vraie catastrophe. Le législateur est d'une stérilité intellectuelle, excusez-moi, mais il pouvait appeler ça autrement, une allocation, une quantité, tout ça. Et du coup, vous avez des universitaires qui commencent à demander si les quotas au titre de cette nouvelle proposition de règlement vont pouvoir impacter sur les forêts en passant par le système d'échange des quotas d'émissions. Tout le monde s'y perd, et le communiqué de presse de la Commission vous dit à peu près ça, alors que c'est absolument pas ça quand vous lisez le projet de règlement. Donc vous voyez un peu comme il est difficile, et je peux comprendre, je me mets à votre place, vous avez en face de vous un type qui passe ses dimanches depuis 25 ans à regarder tout ça, et ses samedis et le reste. Et à l'enseigner 70 heures ou 80 heures par an. Enfin bon, mais moi je suis complètement perdu. Je suis certain qu'un dialogue avec Mathieu Weimar ou Sandrine Malgentimois, au bout d'une minute 30, ils m'ont complètement largué, ils ont fait le tour autour de moi. C'est une matière qui est d'une technicité redoutable au point que on coince très très facilement les gens qui rédigent ces textes. Je suis tous les ans, plusieurs fois par an, à l'Académie de droit européen à Trèves, où on fait des conférences annuelles, des académies d'été, etc. On reçoit des gens de la commission qui sont des jeunes, qui sont pas beaucoup plus âgés que vous, et on leur fait un piège extrêmement facile. Ils ne savent pas ce qui s'est passé 10 ans avant. Mais comment est-ce que vous pouvez ignorer l'historique d'un système? C'est pas possible. On fait de l'histoire. La science politique passe par l'histoire, l'étude de la gouvernance passe par l'histoire, c'est le référentiel. Or ici, on oublie les choses et on arrive à faire des textes qui ne parlent pas vraiment. Le deuxième projet de règlement consisterait à imposer aux États membres d'équilibrer les émissions anthropiques et les absorptions par les puits, que sont tout ce qui est les forêts et par extension l'affectation des terres et l'utilisation des terres. Le deuxième paquet législatif qui est sur la table du co-législateur et qui est basé, lui, sur l'article 194, vous voyez tout ce que c'est l'article 194, c'est la toute nouvelle politique de l'énergie, toute nouvelle pour moi qui suis vieux, puisqu'elle est entrée en vigueur le 10 décembre 2009 en même temps que le traité de Lisbonne, il n'y en avait pas avant.
Eh bien, ce deuxième paquet législatif s'intitule « Une énergie propre pour tous les Européens » et il est destiné à montrer que la transition vers l'énergie propre constitue le secteur de croissance de l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce deuxième paquet législatif? Eh bien, les textes qui, par définition, on peut penser que leur centre de gravité, bon, l'expression n'est pas anodine, se trouverait plus dans la politique de l'environnement que dans la politique de l'énergie. C'est la directive énergie renouvelable, la directive 2009-28 du 23 avril 2009, évidemment. Ça, c'est la date la plus facile à mémoriser. C'est la directive sur l'efficacité énergétique, la directive 2012-27, qui, elle, est postérieure au paquet législatif de 2009, et la directive 2010-31 sur la performance énergétique des bâtiments. La seule sur laquelle je vais dire quelque chose un petit peu, parce que les deux dernières citées sur la performance énergétique des bâtiments et l'efficacité énergétique ne vont pas être sensiblement affectées, elles vont rester d'ailleurs et être juste un peu modifiées à la marge. La différence essentielle, c'est que le dispositif relatif à la stratégie de rénovation à terme des bâtiments existants va passer de la directive sur l'efficacité énergétique à la directive sur la performance énergétique des bâtiments à droit constant. Donc, vous voyez, on est à la marge, vraiment, ça mérite à peine la parenthèse que j'y consacre. Celle qui est plus intéressante, c'est évidemment celle sur les énergies renouvelables, à plein de titres. D'abord parce que vous êtes bien conscient de l'importance des énergies renouvelables pour la transition énergétique, donc pour la lutte contre les changements climatiques. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin là-dessus. Et ensuite parce que j'ai déjà identifié le grand débat politique actuelle. Les États membres ne veulent plus d'engagement contraignant. Il n'y aura pas une annexe avec l'Estonie tant, la France tant, l'Autriche tant, etc. Il y aura un objectif contraignant pour l'Union. 27% d'énergie de sources renouvelables au moins dans la consommation totale à l'horizon 2030 de l'Union. Et alors comment on fait? La seule limite qu'on impose aux États, c'est la seule obligation contraignante, ça serait de ne pas revenir en deçà de leurs objectifs individuels 2012-2020. La directive 2009-28 du 23 avril 2009. Ça serait une régression. On n'est pas chez Michel Prière, mais en l'occurrence, bien que je ne pense pas qu'il y ait... Je fais une pause parce que c'est un sujet de mémoire sur lequel je dois me pencher en rentrant ce soir à Paris. On me demande de faire un mémoire sur le principe de non-régression en droit européen, et j'ai eu tendance à rejeter le sujet en disant ça n'existe pas. Et maintenant il y a un recours de 3 pages, donc je vais lire le recours de 3 pages tout à l'heure pour voir si j'accepte ou pas. Donc je vous invite tous à venir me contredire si j'ai tort de penser qu'il n'y a pas de principe de non-régression en droit européen. Mais voilà, bon, ça aurait été une épouvantable régression. Mais voilà, comment va-t-on faire ? Et ce d'autant plus que, deuxième point très très distinctif et très très contentieux, polémique, politique, dans ce processus, la Commission souhaite également dans ce texte revenir sur la jurisprudence Allons-Windkraft et Belgium. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est le problème de l'article 3, paragraphe 3 de la directive 2009-28. Est-ce que, oui ou non, les systèmes de soutien, je rappelle quand même que la directive 2028 est une directive sur la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Sur la promotion, elle n'est pas très contraignante à part les objectifs fixés aux États membres. Ils doivent, oui, elle est contraignante en ce qu'ils doivent faciliter l'accès au marché, l'accès à la grille des énergies renouvelables. EDF ne peut plus refuser de brancher les gens qui font de l'électricité avec du solaire et du voltaïque et qui essayent de la refourguer, etc. D'accord, bon. Mais à part ça, elle n'est pas très contraignante, elle est plutôt incitative, et notamment un de ces volets qui s'avèrent a posteriori les plus importants, c'est celui du soutien public aux énergies renouvelables, puisque les énergies renouvelables sont arrivées sur le marché étaient il y a une dizaine d'années considérées comme moins rentables, plus onéreuses à produire que le charbon et surtout le nucléaire, bien sûr, voire le gaz, enfin les énergies à partir d'eux. Et donc, dans les arrêts Allons-Windkraft et Ensen Belgium de 2014, contre l'avis de l'avocat général, ce qui est relativement rare, la Cour avait considéré que le refus par les États membres
d'accorder les mesures de soutien public, d'aide d'État, traduisez, aux producteurs d'autres États membres d'énergie de sources renouvelables qui voulaient commercialiser leur électricité sur le territoire de l'État membre en cause, que ce refus constitue bien une mesure d'effet équivalent, mais que cette mesure d'effet équivalent, au demeurant, elle est parfaitement supportée par l'article 3, paragraphe 3 de la directive 2009-28, qui disent que les États membres, étant donné leurs politiques très diverses, peuvent refuser d'accorder des certificats verts, des tarifs d'achat, des soutiens divers aux producteurs étrangers. Et là, la Commission veut revenir là-dessus dans la nouvelle directive en disant non, à partir de maintenant, les mesures de soutien national doivent être ouvertes à au moins 10% et 15% à partir de 2026, d'une manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficiente aux producteurs d'autres États membres. Voilà l'état des lieux, si vous voulez. Et alors cet état des lieux, je vous propose, mais je vais devoir accélérer parce que je ne fais que terminer mon introduction, je vous propose de l'envisager sous deux angles. Celui d'abord de la démonstration autrement que par cet aspect un peu structurel de l'examen des textes, plus au niveau de l'instrumentation des choix des cibles, des justiciables auxquels s'attachent ces mesures, de montrer effectivement que ce dispositif constitue un déploiement normatif très diversifié, je dirais volontiers tous azimuts, et puis dans un deuxième temps, qu'il est contraint par des aspects institutionnels, par une certaine ambiguïté institutionnelle qui va donc déboucher peut-être sur une nouvelle gouvernance indispensable à la mise en œuvre de ces engagements.